En juillet 2011, le Mexique tout entier s'est arrêté lorsqu'une vidéo montrant des membres du cartel, Félix Gámez García et son oncle Barnabas Gámez, se faire découper avec une tronçonneuse a fait surface. Les cartels sont bien connus pour leur extrême violence, allant des coups à mort jusqu'aux brûlures vives. Voici les 10 méthodes d'exécution les plus brutales des cartels. El Guiso, le ragout. Le 22 janvier 2009, l'un des criminels les plus recherchés du Mexique, Santiago Mesa López, a été capturé par l'armée mexicaine dans le quartier de Baja Sison à Tijuana, dans une maison où il aurait fait la fête pendant plusieurs jours, communément connu sous le nom d'El Pozolero, ce qui signifie le fabricant de pozole, qui était bien connu pour être l'agent spécial de nettoyage des cartels. On pense qu'il l'a remué et dissous plus de 300 corps dans de l'acide dans son ranch d'Ensenada, à environ 70 000 au sud de la frontière. Il a acquis une notoriété pour avoir été mis parmi les premiers à lancer la méthode d'El Guiso. El Guiso signifie essentiellement la soupe, et il s'agit du processus consistant à placer une victime dans un grand baril de pétrole et à le remplir d'essence ensuite ou d'acide avant d'y mettre le feu pour créer un four utilisé pour brûler les victimes, le plus communément appelé guiso ou ragout. L'auteur de ces techniques reste inconnu, mais quelques cartels mexicains sont devenus tristement célèbres pour avoir utilisé cette méthode d'exécution privilégiée. Pour préparer cette concoction mortelle, un énorme tonneau est rempli d'eau et d'acide sulfurique concentré, le faisant bouillir et cracher un liquide dangereusement chaud. Une fois prêts, les victimes du cartel y sont immergées tandis qu'ils respirent encore. Cette méthode de torture horrible et insensée infligerait aux victimes des souffrances atroces et conduirait finalement à une mort lente. Né à la mi-avril 1964 dans la ville criminelle de Sinaloa au Mexique, de parents pauvres, Santiago Mesa López a lutté contre la pauvreté dès son plus jeune âge. À 13 ans, il a travaillé dans le bâtiment jusqu'aux années 90, date à laquelle il a déménagé à Tijuana à la recherche d'une vie meilleure, jusqu'à ce que sa sœur soit kidnappée par des membres d'une organisation criminelle. Pour se venger, López a rejoint le célèbre cartel de Tijuana par l'intermédiaire de son ami d'enfance El Teo. Au fil du temps, Santiago a fini par gravir les échelons au sein du cartel et quelques années plus tard, ses efforts ont finalement attiré l'attention du patron Efraín Pérez. Un jour fatidique, Pérez lui confie la lourde tâche de se débarrasser des corps, lui offrant un paiement hebdomadaire de $600, et c'est là que tout a commencé. Il a créé son propre style unique et efficace en liquéfiant d'abord ses victimes. Il a plongé les cadavres dans une cuve remplie d'acide et d'hydroxyde de sodium tout en remuant les corps. Le mélange restait pendant un peu moins de 8 heures à feu vif jusqu'à ce qu'il ait finalement désintégré presque entièrement les corps. Certaines parties du corps ne sont généralement pas dissoutes comme les dents, les ongles et les petits morceaux d'os que Santiago finirait par jeter dans un terrain vague, brûlerait une seconde fois avec de l'essence et enterrait. Les autorités affirment qu'il a dit avoir enfermé plus de 300 corps dans les barils de lessive, puis avoir jeté une partie des restes liquéfiés dans une fosse située dans un complexe à flanc de collines dans l'est de Tijuana. Après son arrestation, les enquêteurs ont découvert environ 14 000 restes enterrés dans son ranch. Le choix du nom pour cette méthode d'exécution extrêmement violente commence à avoir du sens, vu à quel point la technique de torture est centrée sur la cuisson des victimes. Selon certaines informations, lors de son interrogatoire, Santiago aurait affirmé avoir tenté d'échapper à son ancien patron Efraín Pérez, un ancien membre du cartel Arellano Félix ou cartel de Tijuana, mais aucune de ces tentatives n'a abouti. López a affirmé avoir été recruté alors qu'il travaillait dans une ferme en 1996, où des membres importants du cartel Arellano Félix lui avaient demandé de mener une expérience avec de l'eau et de l'acide dans un baril. López a insisté sur le fait qu'il avait été recruté de force sous la menace de violence pour commettre ses actes. Que cela soit vrai ou non, personne ne le sait vraiment, mais il n'en demeure pas moins qu'il a fait cela pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il soit finalement appréhendé. En 2012, lorsqu'il a été initialement condamné, il n'a été condamné qu'à 10 ans de prison et pouvait être libéré en avril 2022, ce qui a provoqué la colère de nombreuses familles de ceux qui ont été assassinés par le cartel de Tijuana. Cependant, le 5 février 2024, sa peine de prison a été alourdie de 30 ans supplémentaires. La méthode El Guiso est devenue un outil privilégié par de nombreux dirigeants de cartels de haut rang pour tuer leurs rivaux et leurs traîtres. Son effroyable efficacité était inégalée, les victimes étant souvent liées par les mains et les pieds afin de pouvoir rentrer plus facilement dans un baril de pétrole tout en restant conscientes. L'héritage effrayant de cette méthode nous rappelle brutalement la cruauté du monde du crime organisé. Nourriture pour les animaux de compagnie. They often torture and kill their victims. They have fed some of their victims
dead and alive, to tigers belonging to the Chapitos. Depuis les années 1980, des animaux rares, dangereux et exotiques ont été utilisés pour afficher des niveaux de richesse incroyablement élevés, mais au fil des années, les chefs de cartel ont également adopté ces traditions insensées. Tout comme le tristement célèbre Pablo Escobar gardait des hippopotames et autres créatures exotiques dans son complexe privé, les animaux de compagnie rares et dangereux sont encore aujourd'hui un symbole de statut social pour les membres de haut rang du cartel mexicain imitant tristement les célèbres barons de la drogue colombiens des années 80 et 90. C'était un moyen de se montrer et d'envoyer des menaces car il semblait que plus un cartel était dangereux, plus on trouvait souvent d'animaux dangereux dans leur maison. Les autorités mexicaines ont en outre expliqué que des animaux n'étaient pas uniquement destinés à se montrer. Les cartels mexicains jetaient parfois leurs malheureuses victimes dans des espaces clos remplis de prédateurs affamés. De la manière la plus perverse, les membres du cartel faisaient en sorte que leurs victimes mendient pour leur vie dans la peur de quelques instants avant d'être déchirés par des animaux sauvages, et l'une des personnes qui utilisait cette méthode de torture était un chef de cartel connu sous le nom d'Heriberto Lascano. Né dans la pauvreté le jour de Noël en décembre 1974 à Hidalgo au Mexique, il a rejoint l'armée à l'âge de 17 ans et au sein d'une équipe d'élite de forces spéciales dédiée à la lutte contre la guérilla et les organisations de trafic de drogue. Il l'a servi dans l'armée pendant 7 ans et a finalement déserté le 27 mars 1998 lorsqu'il a été recruté par Ociel Cárdenas Guillén et Arturo Guzmán de Sena pour rejoindre le CETAS. Heriberto Lascano, communément appelé sous des pseudonymes Z3 et El Lasca, était l'un des barons de la drogue mexicains les plus recherchés de notre époque. Selon les autorités mexicaines, il était passé maître dans l'art de torturer ses victimes. Il est devenu connu pour avoir utilisé une méthode de torture connue sous le nom de la paleta, qui impliquait qu'une victime soit déshabillée et brutalement battue avec une planche. Un journaliste rappelle également que Lascano aurait attaché un homme à un arbre et sévèrement l'a battu jusqu'à ce qu'il se casse les jambes, et comme si cela ne suffisait pas, il l'a laissé attaché à l'arbre pendant environ 3 jours jusqu'à sa mort. Lascano possédait un ranch avec plusieurs lions et tigres et il était particulièrement connu pour tuer ses victimes en les nourrissant avec des animaux sauvages. Bien qu'il n'affamât pas ces animaux, il les gardait suffisamment affamés lorsqu'il avait une victime à dévorer. La façon dont des animaux de compagnie déchiraient leur corps était cruelle. Il aimait regarder le processus de torture de ses victimes et se moquait même d'elles pendant qu'elles luttaient pour rester en vie. Un public pour assister au débat, mais même s'il n'a jamais goûté à sa propre médecine, Lascano aurait été tué lors d'une fusillade en 2012 par des responsables militaires mexicains. Écorché. À l'été 2018, une vidéo a fait surface en ligne et a secoué le Mexique, révélant une scène profondément horrible et troublante filmée dans les collines de La Unión, près de la frontière entre Costa Grande et la Tierra Caliente. Il mettra en scène le meurtre horrible d'un père et de son fils par les membres d'un groupe de cartel mexicain. La vidéo montrait les deux hommes attachés, obligés de s'agenouiller sur le sol, la bouche bâillonnée et les mains étroitement liées. Les ravisseurs ont alors commencé à interroger l'homme âgé, le battant avec ce qui ressemblait à un gros bâton en bois. La violence qui lui a été infligée était une horreur inimaginable, et juste au moment où on pensait que les choses n'auraient pas pu empirer, le père a été frappé juste devant son fils avec un couteau qui ressemblait à un stylo. La scène la plus déchirante de la vidéo était la réaction de son fils après avoir vu son père mourir horriblement. Ses larmes ont ému toute la nation. Le fait que le père n'ait pas riposté contre ses ravisseurs était quelque peu choquant. Il semblait qu'il avait accepté son sort, peut-être à cause du traumatisme causé par des passages à tabac antérieurs ou parce qu'il était paralysé par la gravité de la situation. Après que le père ait été décapité, le fils a enduré une épreuve beaucoup plus longue et plus angoissante que son père. Plutôt que d'être décapité une seule fois, comme ils l'ont fait avec son père, les ravisseurs ont cruellement écorché sa poitrine avec des couteaux. Pendant cet acte horrible, le fils est resté conscient, sous le choc. Cette vidéo montre jusqu'où certains cartels sont prêts à aller pour garantir le bon déroulement de chaque partie de leurs opérations. En 2010, Guzmán ou El Chapo a fait la une des journaux après avoir enregistré une vidéo de lui-même utilisant la technique de l'écorchage alors qu'il décapitait un membre d'un cartel rival, Hugo Hernández. El Chapo, à l'aide d'une tronçonneuse, a écorché Hernández, puis il a ordonné à ses soldats de recoudre la peau coupée sur une balle pour ajouter à son avertissement destiné au cartel de Juárez. Le torse de Hernández a été retrouvé dans un récipient en plastique et le reste de sa dépouille a été laissé dans les rues de Los Mochis comme un message effrayant à l'attention des rivaux d'El Chapo. Armés de couteaux spécialisés au rudimentaire, ils enlèvent méticuleusement la peau de leurs victimes ou épluchent leur visage avec d'autres objets tranchants au milieu de cris d'agonie. Les cartels ont perfectionné leur maîtrise de cette pratique barbare
barbares, gardant souvent leurs victimes en vie lors des souffrances prolongées. Réservés aux délinquants les plus flagrants tels que les membres de cartels rivaux, les doubles agents et les voleurs, la brutalité et l'écorchage servent de rappel effrayant de la profondeur de la cruauté des cartels. Mais ce qui choque vraiment, c'est leur capacité tordue à infliger une douleur aussi inimaginable tout en maintenant la fragile emprise de la vie de la victime. Les dermatologues ont noté que les causes typiques de décès dus à l'écorchage sont le choc, la perte critique de sang ou d'autres fluides corporels, l'hypothermie ou les infections. Et ils ont également déclaré que la mort réelle se produirait entre quelques heures et quelques jours après l'écorchage. Si cela ne décrit pas l'agonie, je ne sais pas ce que cela signifie. Démembrement. En 2015, les forces de l'ordre du Texas ont appréhendé Marciano Chano Milian Vázquez, un tueur à gages présumé du cartel de Los Zetas impliqué dans l'enlèvement en 2013 d'un ancien associé au trafic de drogue. L'associé a ensuite témoigné contre Vázquez, affirmant que l'assassin du cartel l'avait emmené dans un lieu tenu secret où Vázquez gardait également une famille de 3 personnes. Selon ses propres termes, lorsque le tueur à gages a retiré son bandeau sur les yeux, l'associé de drogue a vu un couple et leur fille debout près d'un baril enflammé. Selon lui, Vázquez et d'autres membres du cartel présent ont forcé les parents à regarder Vázquez démolir leur fille avec une hache et ils ont ensuite jeté ses membres dans le feu, après quoi Vázquez a fait de même avec ses 2 parents. Tout comme Vázquez, les membres du cartel sont connus pour exécuter leurs victimes en leur injectant de la morphine, de l'adrénaline ou de l'héroïne car cela affecterait le système nerveux central de la victime, le faisant rester éveillé tout au long du processus. Ils utilisaient alors de lourdes lames tranchantes et parfois même des couteaux de cuisine pour démembrer complètement la victime. Tout au long du processus, les tortionnaires évitaient stratégiquement de couper trop près des organes vitaux pour maintenir la victime dans une douleur atroce et prolongée. La combinaison de la perte de sang, des infections et du choc provoqué par la douleur extrême fournirait un cocktail de torture suffisamment puissant pour envoyer quiconque frapper à la porte de la mort. L'âme torturée n'aurait d'autre choix que d'abandonner les informations qu'elle cachait et le plus souvent, elle mourrait de douleur. Il s'agit de faire d'une pierre 2 coups en soumettant la victime à une mort lente et atroce tout en facilitant l'élimination du corps. Dans certains cas cependant, les parties du corps sont laissées dans des lieux publics servant généralement de message de la part du cartel responsable, menaçant ceux qui s'y opposent. Un exemple connu, octobre 2010, Israel Rincon, un membre du cartel, a non seulement été assassiné, mais a également été démembré pour avoir tué le fils des alliés d'El Chapo et lorsqu'El Chapo l'a attrapé, il l'aurait fait torturer le membre rival du cartel jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais il avait un médecin en attente pour s'assurer qu'il ne meurt pas aussi facilement. El Chapo a également ordonné à ses hommes de le brutaliser de toutes les manières horribles, qui ont abouti au démembrement de ses restes et ont ensuite été jetés dans la ville mexicaine de Culiacán. Dans leur gamme de méthodes de torture, le démembrement est une tactique brutale qui met en valeur la pure cruauté enfouie au sein de ces cartels. Décapitation avec une tronçonneuse. En 2011, Félix Gámez García et son oncle Barnabas Gámez Castro ont été vicieusement traqués. On pense que leur disparition est l'une des premières vidéos d'exécution d'un cartel mise en ligne pour que le monde puisse les voir, quelqu'un portant un masque de ski et une tronçonneuse, positionnant la lame mobile sur son cou, et vous pouvez déjà deviner ce qui s'est passé ensuite. Ces hommes qui travaillaient pour le célèbre cartel de Sinaloa ont commis la grave erreur de voler des barons de la drogue. Pour cette raison, ils ont payé le prix ultime, leur vie, mais ce n'est pas la seule histoire horrible à laquelle nous pouvons penser. En 2008, Moisés Escamilla May, l'un des chefs de cartel les plus notoires du Mexique, a été arrêté peu de temps après avoir été accusé d'avoir décapité 12 personnes à Yucatan, au Mexique. Ce ne sont là que quelques exemples et tout le monde au Mexique et à l'étranger sait que s'impliquer dans ces cartels de la drogue, c'est comme signer une condamnation à mort. De nombreux films ont même raconté la version glorifiée de ces histoires. Mais ce qui est pire, c'est que les trafiquants de drogue mexicains ont commencé à filmer leurs meurtres et à mener des perquisitions, comme les insurgés irakiens, pour envoyer un message aux gangs rivaux ou au gouvernement. En septembre 2011, la police mexicaine a trouvé 5 têtes en décomposition abandonnées dans un sac à l'extérieur d'une école primaire d'Acapulco. Des dizaines d'écoles se sont mises en grève pour des raisons de sécurité alors que la violence s'intensifiait dans la région. 11 ans plus tard, à l'autre bout du pays, 5 autres têtes décapitées ont été retrouvées dans une glacière à Tamaulipas. Ces tactiques ne se limitent pas à certains cartels ou régions, mais trouvent des applications partout au Mexique depuis des années. Les décapitations ne sont pas limitées aux membres du cartel rival, puisqu'elles ont également visé un journaliste mexicain qui avait critiqué leurs activités, envoyant un message clair à quiconque osait s'exprimer contre eux. Une variante brutale de cette pratique est que certains cas de décapitation ont été considérés comme étroitement liés au système de croyance d'un groupe, exécutés rituellement pour répondre à des exigences religieuses ou spirituelles.
Cannibalisme. Le cannibalisme dans le monde narcotique est resté un secret de polichinelle ces dernières années. Le CJNG, dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le nom d'El Mencho, a défrayé la chronique en raison d'accusations de cannibalisme. Le gang CJNG est devenu l'un des cartels les plus dominants du pays et opère dans au moins 35 États du Mexique et de Porto Rico. Les cartels doivent s'assurer que leurs recrues sont capables de gérer mentalement des niveaux croissants de violence. Ils doivent être capables de réprimer tout sentiment de tristesse envers ceux qu'ils tuent ou torturent et d'oublier qu'eux aussi sont des êtres humains. Le cannibalisme a donc été utilisé comme une forme de formation des recrues pour les désensibiliser à la violence et susciter en elles l'intrépidité. Les manifestations publiques choquantes d'agression sont utilisées pour menacer des groupes rivaux et montrer leur domination dans le cadre d'un arsenal de techniques qui inclut la démonstration de nouvelles armes et technologies militaires appartenant au groupe. On leur apprend également à couper les doigts et les orteils, la technique de torture préférée du cartel pour interroger les gangs rivaux. Plus tard dans leur processus de formation, les recrues sont obligées de consommer des doigts mutilés et après avoir réussi cet essai, elles progressent vers des parties du corps plus grandes. Si quelqu'un vomissait pendant cette épreuve, les instructeurs récupéreraient les parties du corps régurgitées du sol et forçaient l'individu à les ingérer à nouveau. En outre, le programme d'entraînement brutal exigeait que les recrues dorment la nuit à côté des corps des défunts dans le but de les désensibiliser à la mort. Les experts suggèrent que ces vicieux rituels d'initiation ont instillé un sentiment déformé de loyauté envers le cartel en démantelant le sentiment d'identité des recrues. Un autre exemple bien connu est celui de Miguel Treviño Morales, également connu sous le nom de Z40, l'ancien chef des Zetas. Miguel avait la terrible habitude de consommer le cœur de ses victimes. Il a fait cela comme une forme de rituel spirituel, croyant que cela lui accorderait l'invincibilité contre ses ennemis et ses autorités. Il l'a également fait comme une forme d'avertissement aux membres du cartel rival. Selon un ancien tueur à gages, Miguel Morales non seulement mangeait les parties du corps des membres du cartel rival, mais il forçait parfois d'autres victimes à participer à ces traditions cruelles. Guerre psychologique. Contrairement à l'opinion populaire, la torture ne consiste pas toujours à obtenir des informations. Les cartels savent que la plupart du temps, une personne dira ce que le tortionnaire veut qu'elle dise pour faire disparaître la douleur qu'elle ressent. Le principal objectif de cette méthode brutale est qu'ils s'engagent à montrer aux autres ce qu'ils feront si quelqu'un allait à l'encontre de leurs souhaits. Les cartels mexicains ont décidé de recourir à une torture psychologique insensée. Ils commenceraient par garder les victimes dans de petites pièces avec peu de nourriture et d'eau, les faisant vivre dans la peur. Ils utilisaient alors un isolement prolongé, des sons et images terrifiantes et des exécutions simulées pour briser mentalement et émotionnellement leurs victimes. Ils proféraient alors des menaces brutales, comme de perdre un doigt chaque jour. Pour la moindre raison, les victimes perdaient un doigt jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de doigts. Ils auraient peur de ce qu'il les attend et que quelque chose de pire arrive toujours. La cruauté du cartel ne s'arrêtait pas là. Parfois, ils démembraient lentement le corps de leurs victimes ou utilisaient n'importe quelle méthode de torture. Ça leur donne le pouvoir d'intimidation et le pouvoir dont ils ont besoin pour rester au sommet de la chaîne. L'une des choses les plus effrayantes à propos des dangereux cartels du Mexique est que non seulement ils ont besoin d'intimider leurs rivaux, mais qu'ils aiment aussi faire ces tours à des victimes innocentes, comme dans le cas de l'ancienne maire de Tiquichio, Maria Santos Gorostiesta Salazar. Le 12 novembre 2012, Gorostiesta Salazar a été kidnappée par le cartel des Templiers et a été obligée de regarder son mari être brûlé vif avec un chalumeau, puis décapité et démembré. Elle les a ensuite vus tuer 4 autres victimes de la même manière. Ensuite, ils ont commencé par la toucher, avant de finalement décider de la tuer. Son autopsie a révélé qu'elle était décédée des suites d'un traumatisme crânien. Le cartel mexicain combine violence extrême et manipulation psychologique pour contrôler ses victimes, utilisant des meurtres brutaux comme avertissement pour se conformer à leurs exigences. Tijuanazo. Le 12 février 2019, lors d'un procès contre l'un des hommes les plus recherchés du monde, El Chapo, de nombreuses méthodes cruelles de torture employées par le cartel de Sinaloa ont été rendues publiques et l'une des méthodes qui s'est démarquée était de la simulation de noyade. Le waterboarding est une méthode de punition insensée. Elle était également connue sous le nom de Tijuanazo en espagnol, qui consistait à verser de l'eau sur un tissu placé sur le visage de l'individu, ce qui, à son tour, restreint la respiration du captif. Le waterboarding, sous diverses formes, est pratiqué depuis des siècles. Il a été utilisé par l'Inquisition espagnole à partir du XVIe siècle, par les commerçants hollandais contre les Britanniques au XVIIe siècle, par l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale et par les Khmers rouges au Cambodge dans les années 70. Mais malgré le nombre de fois où il a été utilisé, les cartels y ont désormais ajouté une touche mexicaine mortelle. Ces techniques de torture forcent le traumatisme de la noyade et provoquent une douleur extrême à ses victimes. Ils provoquent également des lésions pulmonaires et cérébrales en raison du manque d'oxygène et bien sûr d'un traumatisme psychologique. Les cartels mexicains
sont connus pour adopter des exécutions impitoyables et violentes pour les personnes qui se dressent sur leur chemin. Cependant, la torture féroce qu'ils ont ajoutée à cette méthode de torture est en réalité de faire ressentir à la victime une terrible sensation de noyade. Le Tijuanazo est essentiellement la même que la technique de simulation de noyade, mais au lieu d'utiliser de l'eau normale, les membres du cartel utiliseraient de l'eau gazeuse. Dans leur cas, ils forceraient l'eau à descendre dans le nez de la victime et, dans des cas les plus extrêmes, l'eau gazeuse serait avec du piment. Le gant de toilette rend également la situation 1000 fois pire. Le visage de la victime est couvert, ce qui suscite la peur car plus vous étouffez, plus le tissu est lourd sur votre visage. Pour prolonger et augmenter la douleur de la torture, les cartels versent de l'eau à des intervalles aussi longs que possible. Si le liquide est versé sans interruption, cela peut entraîner la mort. C'est une sensation insupportable. Pendaison. En 2016, les autorités mexicaines ont retrouvé un corps pendu au pont de Tijuana, à seulement 16 km au sud de la frontière américaine. Le San Diego Union Tribune a rapporté que de janvier à octobre 2018, le trafic de drogue a causé la perte de plus de 1025 vies à Tijuana, mais juste pour montrer à quel point ces événements insensés sont devenus réguliers dans la région. En novembre 2021, la police a retiré 9 corps du pont de Zacatecas, laissés en guise d'avertissement dans une querelle entre cartels. Il s'agit d'un acte de représailles à la mutilation de 14 hommes, très probablement du cartel de Los Zetas, qui ont été retrouvés dans une mini-fourgonnette à Nuevo Laredo. Les corps ont été installés vers 6 h du matin et laissés pendus pendant environ 4 heures avant que la police ne vienne les enlever. Pendre un rival mort dans des endroits visibles envoie un message sur les terrains dans des zones contestées. Ces victimes sont fréquemment mutilées et maltraitées, pendues portant des pancartes visibles par tous. Les cartels ne sont pas immédiatement associés à la barbarie médiévale, mais les tactiques utilisées en Europe pour intimider les criminels il y a 500 ans et utilisées aujourd'hui par les talibans sont tout aussi courantes parmi les cartels mexicains. Pour les cartels mexicains, pendre un rival post-mortem dans des endroits très visibles envoie un message concernant le territoire des villes contestées. Ces victimes sont fréquemment mutilées et montrent des signes d'abus, mais pour les cartels, cela n'a pas vraiment d'importance car plus ils peuvent pendre des victimes, plus ils semblent puissants. Bien souvent, la plupart de ces victimes sont des corps retrouvés de membres de cartels rivaux impliqués dans une fusillade ou également de victimes kidnappées. Cette méthode d'exécution montre exactement pourquoi la plupart des meurtres ont lieu. Il s'agit de montrer une certaine prévalence dans une zone contestée. Les cuisines du cartel. Les chiffres du gouvernement mexicain indiquent qu'au moins 60 000 personnes ont disparu depuis 2006. Pourtant, un rapport de 2015 n'a révélé que 6 condamnations par un tribunal fédéral pour le crime de disparition forcée. La cause profonde de la plupart de ces disparitions, cuisine du cartel. Les fameuses cuisines de ces cartels mexicains jouent un rôle vital et inquiétant dans la campagne sanglante des gangs de la rue. La cuisine du cartel présente des empreintes de mains sanglantes sur les murs, des vêtements tachetés, des attaches de câbles en plastique, des machettes et, comme l'observe une personne, le craquement des os sous une épaisse couche de cendres. C'est ce qui s'est passé au Ranch La Galeria, dans le nord de Veracruz, exploité par le cartel de Los Zetas. Après que le cartel de Los Zetas ait repris le ranch en 2011, il a été utilisé pour incinérer des victimes. L'idée était très simple, ils traquaient leur cible pendant un moment et au lieu de tuer leurs victimes et de laisser le corps gisant de sang-froid dans la rue, ils enlevaient leur cible et l'emmenaient dans l'une de leurs 12 cuisines où ils la torturaient et extrayaient des informations précieuses avant de tuer et de cuire les corps. On estime que plus de 60 000 personnes ont été victimes des cuisines du cartel au Mexique. Ces disparitions ont été perpétrées par différents groupes criminels avec des motifs tels que l'enlèvement de personnes à des fins d'esclavage sexuel, les prélèvements d'organes, le travail forcé, les rançons et la répression des militants politiques et des journalistes. Les autorités mexicaines ont dû parcourir des montagnes d'ossements humains, de fragments de dents, d'ongles, etc., dans l'espoir d'identifier des centaines de victimes qui ont été torturées et tuées dans ces cuisines. Quiconque se retrouve dans l'une de ces cuisines éprouve une forme psychologique de torture. Au début, les images horribles et les sons des autres victimes hurlant de douleur suffisent à briser même les cœurs les plus forts avant que la véritable torture ne commence. Les familles sont bouleversées et frustrées que la cuisine du ranch La Galeria ne soit pas une découverte récente. Depuis 2017, ils ont obligé les autorités à fouiller la propriété plus de 4 fois et à chaque fois ils ont découvert des éléments que les perquisitions précédentes avaient négligés. 6 victimes décapitées, des os du fémur, du bassin et de la mâchoire ainsi que des centaines de fragments d'os dont certains ont été brûlés ont été découverts lors de fouilles distinctes. Cela donne aux proches des victimes le sentiment que les autorités ne souhaitent pas s'attaquer à la menace que représentent ces cartels.